Donc, communication animale, c'est la capacité de projeter mon esprit vers celui de l'animal et de percevoir qu'est-ce qui se passe pour lui dans son environnement, avec ses congénères et avec ses gardiens. Dans cette ferme, moi, je savais comment se sentaient les animaux. C'est-à-dire que j'avais des pensées, j'avais des phrases entières, j'avais des images, j'avais des sensations. Et donc, ça, c'est la communication animale, ça se présente comme ça. Mais je ne pensais pas au terme communication animale. J'étais petite et ça n'avait pas de sens pour moi. La collaboration avec les scientifiques, c'est extrêmement intéressant. C'est juste fascinant. Donc j'ai eu la chance de travailler, oui, avec cette femme avec les corbeaux. Elle était incroyable. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'être avec Laila Del Monte, qui est la spécialiste de la communication animale. Bonjour Laila. Bonjour Florent, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être avec nous. C'est vraiment une grande chance pour nous de t'avoir et de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Merci. Donc Laila, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es la pionnière, je pense qu'on peut le dire, vraiment la grande pionnière de la communication animale dans le monde. Tu as accompagné des milliers de personnes depuis plus de 25 ans, oui. Que ce soit des éleveurs, que ce soit toutes sortes de personnes qui ont des animaux chez eux, qui travaillent des animaux, etc. Tu as aussi collaboré avec des scientifiques, on y reviendra. Oui. Et avant peut-être que tu te présentes un petit peu plus en détail, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment ce qu'est la communication animale, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ? Oui, alors on va essayer en quelques mots. Donc, communication animale, c'est la capacité de projeter mon esprit vers celui de l'animal et de percevoir qu'est-ce qui se passe pour lui dans son environnement, avec ses congénères et avec ses gardiens. Donc, c'est une capacité psychique, on peut appeler ça comme ça, et on va recevoir l'information grâce à nos capacités extrasensorielles, qui sont la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la clairconnaissance et le clairolfactif. D'accord. Donc vraiment pour préciser, il ne s'agit pas du tout d'études du comportement de l'animal, on n'est pas dans quelque chose qui est dans l'observation, mais vraiment dans l'extrasensoriel. Oui, on est dans l'extrasensoriel, mais évidemment on va percevoir des informations qui ont à voir possiblement avec un comportement d'un animal. Quel genre de problématique ? Il y en a plein. Alors, donc pour un cheval, peut-être ce serait qu'il refuse l'obstacle ou qu'il est agressif. Pour un chien, ça peut être parce qu'il va détruire le sofa, ou il va avoir peur, ou il y a de la jalousie. Pour un chat, ça pourrait être de l'urination dans la maison, ou des problèmes de territoire entre plusieurs chats. Enfin, il y a plein de possibilités, de choses, de problèmes, quoi. Donc à ce moment-là, quelqu'un te contacte. Oui. Et ensuite, comment ça se passe ? Alors, quelqu'un va me contacter, ils vont me donner une photo avec le nom de l'animal, ils vont me dire quelle est la problématique. Et donc, je fais à distance principalement. Et moi, je vais regarder la photo, je vais connecter mon esprit avec celui de l'animal et je vais capter qu'est-ce qui se passe pour cet animal, comment il se sent dans sa vie, qu'est-ce qui se passe pour lui. Yes. Alors, il y a plein de questions, hein. Je pense qu'on va revenir un peu plus en détail dans ta démarche. Oui. Peut-être avant, ce qui pourrait nous intéresser, c'est comment tu as découvert que tu avais cette capacité de te mettre en relation avec les animaux et comment tu l'as développée petit à petit. Oui, alors ça, on me demande souvent cette question et je ne sais jamais répondre. Parce que, alors en fait, je suis américaine et j'ai été élevée à Formentera. On est venu en Europe quand j'avais 4 ans. Et donc j'étais élevée entre Paris et Formentera, dans les îles Baléares. Et à Formentera, on était dans une île très très primitive, il n'y avait pas d'eau, d'électricité et il y avait beaucoup d'animaux. Donc c'était une ferme. Et dans cette ferme, moi je savais comment se sentaient les animaux. C'est-à-dire que j'avais des pensées, j'avais des phrases entières, j'avais des images, j'avais des sensations. Et donc ça c'est la communication animale, ça se présente comme ça. Mais je ne pensais pas au terme communication animale. J'étais petite et ça n'avait pas de sens pour moi. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai pu mettre des mots sur ça, sur cette communication, parce que ça s'est fait, enfin c'est une longue histoire, donc on pourra en parler tout à l'heure. On a commencé à m'appeler et me demander de l'aide pour les animaux. Donc petit à petit, tu as mis des mots sur cette capacité, tu as commencé oui. à en parler aussi autour de toi ? Oui, mais le terme, il existait déjà. Oui. Donc, il y a une femme qui était la première pionnière, en fait. Elle s'appelle Penelope Smith, et elle appelait ça interspecies communication. Donc, elle avait déjà établi ce terme
aux États-Unis. Donc elle, il y a longtemps en arrière, hein, c'est 35 ans ou peut-être 40 ans en arrière qu'elle a établi ça. Et elle parlait de communication principalement par image, par échange d'images. Alors que pour moi, la communication, c'est tout. C'est pas que on entendait, parce que je suis très clairaudiente, donc j'entendais des phrases, j'avais des images, j'avais des sensations, même des odeurs et tout ça. Mais la première personne qui a mis ce terme, un peu moderne plutôt, ça serait Penelope Smith. Il faut pour lui donner le credit qu'elle mérite. Et à quel moment alors c'est revenu dans ta vie? Parce que tu m'as dit que tu as découvert un petit peu ça quand tu étais toute petite, sans savoir que c'était de la communication animale, puis ensuite c'est revenu plus tard. Oui, alors en fait, ma vie elle est longue, je suis plus âgée maintenant, donc j'étais danseuse de flamenco pendant beaucoup d'années, j'étais artiste, et après, même pendant que je continuais à être danseuse de flamenco, j'ai commencé à faire des soins à l'époque à des gens, parce que moi j'étais guérie miraculeusement par des êtres... je ne sais pas si on peut parler de ça ici. On peut parler de tout. On peut parler de tout. Donc j'étais guérie miraculeusement au Mexique. C'est pour ça que dans le livre, je parle de ça, parce que ça a vraiment commencé comme ça. Et donc je ne pouvais pas danser, j'étais danseuse, j'avais des problèmes aux jambes, de ligaments, de tendons, enfin plein de choses, ménisques. Et donc longue histoire qui a enchaîné, et j'ai trouvé ces médecins du ciel. Et j'étais guérie, j'ai eu une opération au Mexique. Et à partir de là, j'ai commencé à recevoir de l'aide de ces groupes. C'est dur à expliquer, pour faire des soins. Donc à l'époque, je faisais des humains. D'accord. Et un beau jour, il y a une dame qui m'a demandé pour son chat. Juste comme ça, par hasard complet, elle avait une photo de son chat, elle m'a dit: est-ce que tu peux m'aider, et parce qu'elle a vu que j'avais des capacités un peu psychiques, est-ce que tu peux me dire quelque chose sur mon chat? Donc je lui ai dit plein de choses sur son chat, et ça fait vraiment c'était en Californie, donc c'est pas boule de neige, ce serait boule de feu. Et elle en a parlé à d'autres personnes qui m'ont contactée, et c'est là où j'ai commencé à leur dire des choses sur leurs animaux. Et ça a mené à plus loin, après, à des soins à des animaux. Et ça a mené à une femme américaine qui était mais qui habitait en France, et qui m'a demandé si je pouvais faire une conférence à Montbéliard. Donc j'étais toute contente, je dis: ah chic, je vais retourner en France. Et donc j'ai fait la conférence, et là il y a une femme qui a changé ma vie, qui s'appelle Catherine Willeman, et qui était la directrice du centre équestre à Rixheim. Weiterswiller, c'est d'autres personnes. À Rixheim. Et là, elle m'a invitée à faire des conférences, et c'est là où j'ai tout commencé. Elle m'a ouvert les portes, c'est elle qui m'a ouvert toutes les portes sur l'Europe, et m'a fait rencontrer l'équipe nationale de France. Ah, incroyable. Voilà. Et donc à ce moment-là, tu as travaillé aussi avec l'équipe nationale de France. Oui. Et j'ai aussi rencontré à ce moment-là Patricio Allori, qui était un grand homme de cheval et qui habitait en Suisse à l'époque. Et donc j'ai été introduite beaucoup dans le monde du cheval aussi. Donc il y avait déjà, parce que là on est à la fin des années 90, c'est ça, ou début des années 2000? Alors franchement, sur les années, je ne suis pas très douée. Faudrait que je lui demande. Mais c'est 25 ans à peu près, à partir de maintenant. Yeah. Oui, d'accord, donc c'est ça. Et il y avait déjà donc, une très grande ouverture en fait de la part des gens. Tout le monde t'a accueilli, a profité de ça, ou il y a eu aussi un peu de résistance? Je dirais pas ça comme ça. Il y a eu beaucoup de résistance. D'accord. Donc elle était très ouverte, Catherine, elle m'a fait rencontrer l'équipe nationale de France. Donc évidemment, à base de preuves et de validation, ils se sont ouverts à ce que je faisais. Mais quand même, à l'époque, il y a eu vraiment beaucoup de résistance, beaucoup d'obstacles, ça a été difficile. C'était pas un chemin, c'était pas le tapis rouge qui s'ouvre. Ah non, pas du tout. C'était difficile. Oui. Je vous interromps un instant, je suis désolé, moi aussi je déteste les publicités, mais là je pense que c'est vraiment important de vous dire que cette vidéo, c'est une vidéo qui est extraite d'une interview beaucoup plus longue que vous pouvez retrouver gratuitement sur notre plateforme Masterclass Pure Santé. Si ça vous intéresse, vous avez un lien, vous pouvez découvrir pendant 7 jours gratuitement toutes les vidéos, les formations, tout ce qui se trouve sur cette plateforme. Voilà, je vous embête pas plus et on reprend tout de suite. Qu'est-ce qui a permis petit à petit de changer les mentalités et que ce soit plus facilement accepté ? Je pense que c'est sur le temps, à force de faire,
à force de preuves, de validation. Je pense que c'est ça. C'est le temps a fait que, et à force de parler de la conscience des animaux, du fait qu'ils avaient des émotions et des pensées, et à force, petit à petit, ça a commencé plus d'ouverture. Parce que peut-être que les mentalités ont aussi un peu évolué depuis 25 ans. Tout à fait. Ah, maintenant, c'est plus pareil. Absolument. Oui. Et puis, évidemment, j'ai écrit des livres. Après, il y a eu un film. Donc, tout ça, tout a contribué petit à petit. Yes. Pour que ce soit un peu plus concret pour les spectateurs, peut-être que tu peux nous donner quelques exemples un peu marquants d'accompagnement que tu as fait. Oui. Donc, par exemple, un cheval qui ne veut pas monter dans un van, puisqu'on était sur les chevaux. Donc, la communication, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais expliquer au cheval, je vais lui montrer qu'est-ce qui va se passer pour lui après et comment va se passer le trajet. Et donc, une situation comme ça, on va avoir un cheval qui va accepter de monter dans le van. Donc, on va avoir un résultat rapide. Après, autre exemple, des situations où on va avoir des problématiques. D'accord? Donc, par exemple, une situation comme une femme qui m'appelle, et je crois qu'elle était en Belgique, je ne suis pas très sûre où elle était, et elle me dit, elle fait du voltige, donc on reste dans les chevaux là, donc elle est avec un cheval qui refuse, il refuse tout d'un coup de faire le spectacle. Elle ne comprend pas pourquoi, elle me dit, il est reposé, je lui ai donné du temps, et je ne sais pas pourquoi il fait ça sur scène. Donc la communication, ça me permet de me mettre en contact avec son esprit, à lui, qu'est-ce qui se passe pour lui. Donc là, je vois que, en premier point, donc premier niveau, les lumières de la scène le gênent. Donc il a peur parce qu'il ne voit pas le bout de la scène, donc il a peur de tomber. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vois un cheval gris. Donc ça vient visuellement, cette information, mélangée avec de l'auditif. Donc je vois un cheval gris qui est très nerveux, qui est très stressé, et qui est avec lui dans ce même spectacle. Et je perçois, donc ça c'est en auditif, que son gardien, en tout cas son cavalier, ne le traite pas bien. Et donc il est anxieux, il est stressé, il n'est pas bien. Et le cheval en question pour lequel on m'a appelé, il perçoit cette anxiété, ce stress et cette nervosité du cheval gris. Donc ça le stresse. Ça c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, je vois que la cavalière, elle est anxieuse. Et elle est anxieuse parce que je perçois qu'il y a deux hommes qui sont en train de la rendre nerveuse et que c'est quelque chose qui est lié à son travail. Donc moi, je ne sais pas exactement la situation, mais c'est ce que je perçois. Donc en lui expliquant, elle me dit, oui, effectivement, il y a un cheval gris qui est dans les coulisses, qui n'est pas bien traité par ce cavalier et qui est stressé. Donc elle me le valide. Elle me valide le troisième point et elle me dit, oui, ça c'est mon travail, le rêve de ma vie. J'ai toujours voulu faire ce travail-là. Et effectivement, il y a le directeur et le manager qui, eux, me rendent un peu nerveuse parce que je veux garder ce travail-là. Donc elle me valide cette partie-là. Et après, je lui dis, attendez, il y a un quatrième niveau. Alors, c'est pas toujours comme ça. Hein. Des fois, il n'y a qu'un seul niveau ou deux niveaux. Et je lui dis, il y a un quatrième niveau où il y a une relation émotionnelle, donc amoureuse, je pense, où il y a une incertitude de votre part et vous y pensez tout le temps. Et ce qui se passe, c'est que quand vous êtes en train de monter à cheval, au lieu d'être vraiment dans le moment présent, avec votre esprit, avec votre cheval, en fait, vous êtes en train de penser à cette situation-là. Donc j'y vais avec très délicatement, je lui dis ça, hein, bien entendu. Elle me dit oui, effectivement, c'est mon compagnon et on a des difficultés en ce moment et c'est vrai que j'arrête pas d'y penser. Donc ça, c'est une communication très approfondie. C'est incroyable. Oui, et tout ça sans avoir rencontré personne, en fait. Non, rencontré personne. C'est avec la photo et le nom de l'animal et le nom de la personne. Waouh. Et Yes. après, grâce à tout ce que tu perçois, comment la situation peut s'arranger? Oui, alors la situation, elle va s'arranger que, bon, d'abord les lumières, ils vont essayer de trouver des solutions. Donc ça, c'est des problématiques physiques. Par exemple, comme on pourrait avoir avec deux chats qui vont se bagarrer. Et là, c'est des situations territoriales. Donc il faut que le gardien trouve une solution. Donc je peux les aider avec des conseils pour améliorer la situation physique, territoriale. D'accord ? La deuxième partie, avec le cheval stressé, elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait pas l'arranger parce que c'était l'autre cavalier. La troisième partie, par rapport à son stress à elle, oui, elle a pris sur elle pour être plus dans le moment présent
et mettre de côté cette anxiété qu'elle avait par rapport à son travail. Et pareillement avec l'histoire avec son compagnon. Elle a pris sur elle, quoi. Donc ça s'est amélioré. La situation s'est améliorée. Mais la communication, c'est pas nécessairement la panacée. On peut avoir des situations qui ne vont pas nécessairement s'améliorer. D'accord, le fait de savoir ce qui se passe, ça suffit pas forcément à régler le problème. Oui, si c'est quelque chose qui est très très lié au gardien, alors savoir ce qui se passe, ça peut transformer tout, comme ça peut ne pas. Donc par exemple, une fois, cette histoire, je la raconte dans le premier livre, parce que je la trouve drôle. Enfin, pour moi, c'est drôle, pas pour elle. Hein. Donc elle avait, c'est une dame aux États-Unis, et elle avait un chat, et tout d'un coup, quand elle prenait son café le matin, il allait faire pipi sur son pied. Carrément, son pied. Donc moi j'ai trouvé ça très drôle, mais pas elle. Donc j'ai été investiguer qu'est-ce qui se passait. Et en fait, là aussi c'était une situation par rapport à une relation où elle avait énormément de colère par rapport à ce compagnon parce qu'il l'ignorait, en fait. Et donc j'ai dû lui expliquer tout ça. C'est délicat, hein, les communications. C'est très délicat. Donc je lui ai expliqué. Alors d'abord je lui ai demandé, est-ce que vous avez un compagnon ? Parce que moi, j'ai cette information, mais je ne sais jamais si c'est ça ou si c'est pas ça. Donc, je lui dis, est-ce que vous avez un compagnon ? Oui. Est-ce qu'il y a des problématiques maintenant ? Est-ce que vous avez ça comme émotion ? Et elle me dit oui. Et je lui explique comment c'est lié au chat qui fait pipi sur son pied. Donc, je lui explique, ça monte à un niveau de conscience pour elle. Et le lendemain, il n'y a plus de pipi. C'est réglé. Incroyable. Oui, ça, c'était... Alors, il y en a où on peut régler quelque chose immédiatement parce que la problématique elle monte à la conscience. Il y en a d'autres où il va falloir des thérapies derrière, donc je leur suggère d'aller voir quelqu'un parce que moi c'est pas mon domaine, donc je leur suggère. Ça peut être quel genre de thérapie ? Par exemple, des fois il faut travailler peut-être avec un thérapeute. Par exemple, un autre exemple, donc une fois c'était un chat blanc aux États-Unis, je sais plus dans quel état, je sais pas si c'était Boston ou je sais plus où c'était. Et le chat, donc elle était mariée avec un Japonais, et qui était homme d'affaires. Donc il n'était pas souvent là, il voyageait beaucoup. Et quand il revenait de son voyage, le chat l'attaquait, mais carrément tellement agressivement qu'il fallait qu'il rentre avec quelque chose devant lui. Ça, ou la valise, ou un coussin. Ça, il ne pouvait pas juste rentrer par la porte, parce que le chat carrément lui sautait dessus. Et il l'attaquait, mais vraiment c'est agressif. Et donc je lui explique qu'est-ce qui se passe à la dame et je lui dis que en fait là c'était vraiment vraiment lié au gardien. C'est pas toujours comme ça. Des fois c'est vraiment des situations territoriales entre les animaux, rien à voir avec le gardien. D'accord. Moi là je parle d'un cas qui est lié au gardien et puisqu'on a parlé du chat pipi sur le pied, donc ça c'était une situation similaire où elle avait beaucoup de colère non exprimée à l'intérieur d'elle parce que lui il partait et elle pensait qu'il avait des histoires amoureuses autre part. En fait, il en avait. Mais moi, je lui ai pas dit ça, la pauvre dame. Moi, je l'ai eu comme information, mais je lui ai pas dit. Mais je lui ai demandé si elle pensait ça. Vous voyez, j'allais pas dénoncer le pauvre mari. Donc, je lui ai demandé, est-ce que c'est possible que vous avez de la colère parce que vous pensez ça ? Et elle me l'a confirmé. Donc, du coup, donc là, j'ai conseillé une thérapie de couple, en fait. Que moi, c'est pas mon domaine. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont découvert des choses et c'est en fait ils ont commencé à se séparer et là le chat il a plus jamais fait ça. C'est vraiment fascinant, mais ça veut dire déjà que l'animal il perçoit très bien les émotions du gardien. Voilà. Et il est capable de sentir ce qui se passe et même au niveau des relations entre les humains qui sont autour de lui. Exactement. Il perçoit, moi ce que j'explique c'est qu'il perçoit les émotions profondes. Donc à la limite si on reprend ce même couple, disons qu'ils se seraient disputés, par exemple, et qu'elle aurait hurlé « Oui, tu couches avec des femmes, là, et elle aurait fait ça, et que lui, il aurait peut-être réagi, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette situation-là. D'accord. C'est les émotions qui sont enfouies, qui ne sont pas exprimées, surtout. Intéressant. Drôle, hein ? Ce qui est aussi très intéressant, finalement, c'est qu'avec votre travail sur les animaux, vous en venez vite quand même assez souvent à faire un travail sur les gardiens, donc sur les humains eux-mêmes. Tout à fait. Donc moi je ne suis pas thérapeute, je ne fais pas de la thérapie derrière avec les humains, mais mon rôle c'est de faire monter la problématique à la surface, c'est de trouver le cœur du problème, de l'avoir trouvé, le faire monter à la surface
Et après, je peux leur suggérer différentes choses. Donc très souvent, quand il y a un problème avec un animal, c'est finalement symptomatique d'un problème qui vient du gardien. Pas tout le temps. Pas tout le Vous temps. disiez qu'il y avait aussi des conflits de territoire et d'autres choses. Oui, on peut avoir, par exemple, une situation avec disons un chien qui arrive dans une maisonnée et il a peut-être été abandonné pas mal de fois, il a peut-être été maltraité, il a peut-être eu des traumatismes de peur, d'anxiété. Donc il va arriver chez une famille et là, il n'y aura peut-être rien du tout lié au gardien. Ça sera lui avec sa problématique. Peut-être que disons un chien peut-être qui aurait très peur de quelque chose. Ça peut arriver avec son traumatisme à lui. Il pourrait refléter une problématique chez le gardien. Ça peut arriver. Mais peut-être que non. Donc, alors un exemple, donc on va donner un exemple de reflet. Une fois, on m'avait appelé pour un berger blanc. Et la dame, elle me dit, il a peur de tout. Je peux pas du tout le sortir, tellement il est terrifié par tout ce qu'il y a dans la rue, tout. Donc, pour moi, quand j'ai été faire cette communication, donc oui, il y avait un traumatisme qui était lié à ce chien, de son vécu à lui, de ce qui s'est passé pour lui dans l'élevage, etc. Mais il y avait aussi un reflet pour cette femme, et l'information que j'avais moi, c'était que elle avait eu des abus dans son enfance. Donc ça a été extrêmement difficile à expliquer, parce que évidemment je ne vais pas aller droit au but et je ne vais pas commencer à dire à la dame vous avez eu des abus dans votre enfance. Je ne vais surtout jamais faire ça, parce que il faut absolument pas faire ça. C'est pas éthique. Non, c'est pas juste prendre conscience des choses, il faut savoir comment les exprimer, comment accompagner la personne. Exactement. Donc je lui demande, est-ce que vous aviez des cauchemars quand vous étiez petite? Voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et là, on a ouvert la boîte de Pandore et on est arrivé aux abus de quelqu'un de sa famille qui montait la nuit dans sa chambre et elle était terrifiée. Et donc le berger français était blanc, c'était pas un berger allemand. Le berger, donc lui, il a ces traumatismes où il est terrorisé, mais ça reflète ce qu'elle a vécu. Ça fait monter à la surface sa peur à elle de son enfance. Et donc ça lui a permis, cette histoire à elle, de commencer une thérapie avec quelqu'un pour régler ces choses-là. Super. Oui. Et toi, quand tu perçois toutes ces choses du gardien, tu les perçois au travers de l'animal? Au travers de l'animal, oui. Mais je suis obligée d'admettre que ça va un petit peu au-delà de la communication animale. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'information de l'animal, mais par exemple, à mes étudiants, je leur apprends la communication animale et j'ai bien vu qu'ils n'ont pas la perception de ces choses plus loin qui sont données. Mais j'essaye de leur ouvrir la porte pour qu'ils puissent arriver à capter d'autres choses. Oui, finalement, j'imagine que tout ce qu'on développe à travers la communication animale, ça ne se limite pas uniquement aux animaux, et il y a des choses au niveau des capacités extrasensorielles dont tu parlais, tout à fait, qui sont intéressantes aussi dans d'autres contextes, à d'autres niveaux. Tout à fait. J'ai vu notamment que donc, tu proposes entre autres des stages en communication animale qui se font aussi à distance, et aussi des stages en capacité extrasensorielle, donc plus focalisés sur les animaux. Oui, alors en fait j'ai créé une école en ligne de communication animale, donc elle est sur 3 ans à peu près, et ça va très très loin, ça va avec des techniques pour résoudre des problèmes de comportement, ça c'est très très approfondi. Et comme ça, ils ont tous les outils quand ils sortent de là. Et à l'intérieur de ça, il y a ce que j'appelle le stage de capacité extrasensorielle. Donc dans ce stage-là, il est ouvert à tout le monde. Il n'est pas que pour les animaux. Et c'est pour développer justement la clairvoyance et la clairaudience et tout ça. Et ça a quel intérêt pour moi ou pour n'importe qui de développer ce genre de capacité? Ça a un intérêt énorme. Parce que ça permet d'avoir de l'information qui peut nous guider dans notre vie et nous donner aussi cette force et ce pouvoir. Donc, quand je dis pouvoir, c'est pas dans le sens de prendre du pouvoir, mais cette puissance interne j'ai pas besoin de dépendre de quelqu'un d'autre qui va me commencer à me dire quelque chose. Donc j'ai pas besoin d'aller voir des voyants ou des médiums ou des gens. J'ai mon information à moi qui vient de ma propre force interne.
et qui va me guider dans ma vie. Et surtout, enfin moi c'est ce que je pense, mais dans la période dans laquelle on vit, où on est tellement manipulé par l'information externe et les médias, c'est quand même bien d'avoir sa propre information. Tu parles d'une relation d'esprit à esprit, c'est intéressant, on n'est plus justement dans quelque chose qui est... Qui passe à travers une interprétation, à travers plein de choses qui peuvent déformer finalement la compréhension. Absolument. Là, on est dans une relation directe en fait quand Exactement. on est dans ce genre de relation. Oui, donc il y a la relation avec l'animal, mais il y a plus loin que ça. Il y a aussi la possibilité peut-être de se connecter à d'autres choses, à des guides ou à notre connaissance interne. Donc grâce aux capacités. Et il faut les développer parce que tout le monde les a. Oui, c'est ce que tu dis aussi, c'est pas un don, parce que toi on a l'impression que ça t'est un peu tombé dessus comme ça, sans prévenir, mais c'est quelque chose que chacun peut développer. Oui, moi je suis convaincue. Donc oui, effectivement, donc, il y a des personnes qui ont un don, après un moment on est un petit peu obligé de le dire, de l'accepter, donc surtout les gens qui ont ça depuis petit, donc là oui c'est des dons, mais ça ne veut pas du tout dire que les autres ne peuvent pas le développer, parce que tout le monde devrait avoir tout ça. Ça fait partie de notre héritage. C'est simplement qu'on nous l'a enlevé. C'est tout. Mais tout le monde a accès à tout ça. Quand tu parles d'héritage, tu veux dire qu'il y a très très longtemps, c'était quelque chose qui était beaucoup plus naturel pour les êtres humains et que ça s'est un peu perdu avec le temps ? Alors peut-être pas perdu avec le temps, je pense que c'est c'est la société qui ne veut pas. On n'a jamais voulu que l'être humain il ait des capacités autres. Parce qu'il n'y a plus de contrôle. Quand un humain a des capacités autres, on ne va pas la main dessus. Donc je pense que de tous les temps, ça a été empêché. Mais c'est quelque chose qui a toujours existé et il y a des cultures où c'est plus permis que d'autres. Oui. Alors on est quand même sur un sujet qui est pas évident parce qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'inexplicable, en tout cas au niveau scientifique. Il y a sûrement, même encore aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure par rapport aux résistances que tu as vécues au début de ta carrière là-dedans, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont très sceptiques quand on sort un petit peu de ce cadre scientifique. Comment tu le vis, ce genre de méfiance qu'on peut avoir à l'égard de la communication animale? Mais la méfiance, moi, ça m'est complètement égal. Ça m'affecte pas du tout, parce que les gens ils croient ce qu'ils veulent et c'est pas grave parce que moi je sais que c'est réel. Donc c'est pas grave. Donc mon rôle c'est d'ouvrir la conscience des personnes, tout simplement pour qu'ils sachent que les animaux ils ont une conscience. Et s'ils me croient pas, c'est pas grave du tout. Mais dans le chemin, j'ai eu la chance de rencontrer 2 physiciens quantiques, donc aux États-Unis. Donc il y en avait un qui était de Harvard. Il était de Chine, mais il était chinois originellement, mais il avait étudié à Harvard, et une autre femme qui avait étudié à Berkeley. Et c'était tous les 2 des physiciens quantiques. Ils ont tous les 2 appris avec moi, et ils ont tous les 2, je suis incapable de réexpliquer ce qu'ils m'ont dit, mais ils m'ont expliqué que c'est complètement normal par rapport au point de vue de physique quantique, que c'est quelque chose qui est complètement réel. Donc en avançant, la science petit à petit arrive à intégrer aussi ce genre de choses. Absolument, petit à petit, oui. Donc ils m'ont expliqué comment ça fonctionnait en physique quantique, mais je suis incapable de le réexpliquer, parce que je ne suis pas physicienne quantique. Donc je ne vais pas dire des choses qu'il ne faut pas dire. Oui. Bon, c'est vrai que malgré tout, on le disait tout à l'heure, mais c'est quand même de plus en plus accepté, ça se développe beaucoup, tout ce qui a trait à ces capacités extrasensorielles, que ce soit la communication animale, mais pas seulement. On pourrait presque même dire qu'aujourd'hui c'est devenu un petit peu une mode, que c'est tendance, que beaucoup de gens proposent ce genre de service. Alors j'imagine qu'il y a des gens qui sont très bien là-dedans, il y en a d'autres qui le sont peut-être moins. Comment on fait pour reconnaître quelqu'un qui est vraiment compétent là-dedans? Oui. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé, il y avait personne. Et il y avait peut-être 2 personnes en Europe, c'est tout. Donc j'ai aussi ouvert en Espagne et sur d'autres endroits en écrivant les livres, parce que je parle espagnol, j'avais la chance. Donc j'ai pu ouvrir sur différents lieux. Et effectivement, sur le temps, c'est vraiment devenu une mode, c'est vrai. Donc par rapport au début où je faisais des conférences avec 5-10 personnes dans des centres équestres, et maintenant, par exemple l'été dernier, j'ai fait le Grand Rex. Et je ne sais plus combien de personnes il y avait au Grand Rex, mais je crois qu'on est proche de 3000. C'est énorme, c'est plusieurs milliers. C'est énorme.
Donc c'était pas que pour la communication, mais il y avait une grande partie qui était venue là écouter qu'est-ce que c'était la communication animale, mais aussi d'autres thèmes plus spirituels. Donc il y a une ouverture énorme maintenant. Alors oui, pour différencier, ça c'est un gros problème. C'est un gros problème, je dois dire. Tu penses qu'il y a des abus aujourd'hui? Énormément. Gens qui font n'importe quoi? Alors, autant il y a des gens vraiment très bien, ça c'est sûr. Le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui interprètent. Ou alors ils font un stage et tout de suite ils sont professionnels, donc ils ne connaissent pas. Ou alors, par exemple, moi j'explique aux étudiants, je leur dis, il faut vraiment connaître avant il faut connaître les chevaux aussi. Si vous allez faire les chevaux, il faut connaître les chevaux. On ne peut pas commencer à... Parce que c'est un langage autre. Et c'est surtout le gros problème, c'est l'interprétation, je pense. Avec l'interprétation humaine. Donc de savoir si on est vraiment dans une écoute, dans une disponibilité, ou si on est en train de se construire quelque chose. Voilà, c'est ça, d'interpréter par rapport à les croyances, les valeurs. Et malheureusement, ça va mener, même jusqu'à mener à des euthanasies qui ne devraient pas être faites. Ah, carrément. Oui, ou des euthanasies qui devraient être faites et qui ne sont pas faites. Enfin, ça mène jusque-là. C'est grave quand même. Donc c'est pour ça que j'ai justement créé une école qui est sur 3 ans, pour que ça soit vraiment sérieux, aller en profondeur et éviter les pitfalls, là, les trous. D'accord. On tombe facilement, les pièges. Ça doit pas être facile d'ailleurs d'enseigner ce genre de choses qui sont vraiment très dans l'écoute de soi, dans une forme d'intuition. Oui. Comment tu transmets toutes ces choses? Alors j'ai la chance que j'adore enseigner, donc ça aide. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'enseigner quelque chose qui est intangible et il faut mettre une structure à quelque chose qui n'en a pas en fait. Mais c'est justement la structure et le fait de donner un protocole et même plusieurs protocoles qui permet de donner un cadre à tout ça, justement pour qu'il n'y ait pas de déviance. Parce que le problème, c'est les déviances, parce que les personnes qui communiquent au début, ils veulent absolument avoir des résultats, parce que le cerveau, il n'aime pas avoir du vide. Donc il veut avoir des résultats, donc qu'est-ce qu'il fait? Il interprète. C'est ça le danger. Mais malheureusement, le danger, il est pour les animaux à la fin du côte. Parce que c'est dire des choses aux gardiens qui ne vont pas être justes et qui vont porter tort à l'animal. C'est pour ça qu'il faut être très très comment on appelle ça, méthodique. Il faut être structuré, il faut être méthodique, il faut être discipliné. C'est un travail. Il faut beaucoup d'humilité aussi, j'imagine. Il faut beaucoup. Il faut accepter qu'on ne sait pas tout. Il faut accepter qu'on peut se tromper. Et il faut admettre qu'on puisse se tromper. Et il faut accepter qu'il y a des endroits où on ne peut pas aller parce qu'on n'a pas la connaissance. Oui, ça demande beaucoup de choses. Et comment tu fais plus concrètement pour tenir ce cadre? Et c'est mon enseignement, alors c'est très étrange parce que je ne suis pas nécessairement une personne structurée. Mais alors quand j'enseigne, je suis hyper disciplinée, structurée, c'est très cadré, c'est très carré. Enfin ça c'est les étudiants qui le disent. Et c'est étrange parce que moi je ne suis pas du tout comme ça. Mais j'étais comme ça quand j'étais danseuse. Donc ça se présente dans certains endroits de ma vie, pas dans d'autres. Et oui, c'est la seule façon. Et surtout, ce que je leur dis, c'est attention à cet ego qui veut toujours revenir et vous induire en erreur. Vous voyez? Pour t'assurer que les élèves sont dans la bonne voie, tu fais passer des examens, tu regardes comment ils travaillent? Ah oui, il y a des examens. Ils n'aiment pas du tout. Ils n'aiment pas, mais il y a un examen au bout du premier cycle, qui est la Masterclass 3. Par exemple, quand ils ont fini la Masterclass 3, donc il y a le niveau 1, le stage 1, et après il y a des Masterclass. Et là, il y a un examen, après il y a encore 3 Masterclass, un autre examen, et après un examen final. Oui, il y a des examens. Avec des comptes rendus écrits, pour que je puisse vérifier ce qu'ils font, beaucoup d'échanges. Oui, c'est pour ça que c'est sur 3 ans, à peu près. Donc si on veut contacter quelqu'un qui fait de la communication animale, une manière d'être sûr d'être avec quelqu'un de vraiment compétent, ça pourrait être de se tourner vers quelqu'un qui a suivi ta formation? J'espère, oui. Alors ils n'ont pas encore fini le premier groupe, ils en sont à la 8 et il y en a 12. Ah oui, c'est long. Donc normalement dans un an ils auront fini. D'accord. Oui, dans un an ils auront fini. Mais après évidemment je ne peux pas contrôler qu'est-ce qu'ils font après. Parce que le problème, c'est ce que j'ai vu, c'est que sur le moment avec l'enseignement, tout va très bien. Et après, ils commencent à être influencés et aussi ils mélangent des enseignements d'autres choses. Que c'est très bien d'apprendre plein de choses, c'est merveilleux. Mais il faut essayer, normalement, il faudrait essayer de ne pas trop tout mélanger. D'accord. Voilà. Et sinon, est-ce que tu as d'autres conseils pour quelqu'un qui aimerait
faire appel à une personne pour son animal et qui veut s'assurer qu'il a affaire à quelqu'un de compétent. Alors je pense qu'il faut d'abord qu'ils essayent de voir quelqu'un qui a de l'expérience, déjà. Quelqu'un qui a un langage rationnel, le plus possible. Parce que le problème, c'est que beaucoup de personnes, ils vont rentrer dans des choses trop spirituelles, entre guillemets. Donc ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais on rentre dans des interprétations. Donc quand ils commencent à parler de trop de vie passée ou de choses énergétiques, et moi je leur dis aux étudiants, il ne faut pas faire ça. Parce qu'on ne peut pas valider ça. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un, ton cheval c'était ton amant dans ta vie passée, et ton chien il a l'énergie d'un aigle, ou trop d'interprétations. Il faut vraiment rester sur du concret. Et il faut connaître le langage de l'animal, il faut accepter que l'animal, il a son instinct, il a ses besoins, et ses besoins d'animal, qui ne sont pas les mêmes besoins qu'un humain. Donc il faut connaître le langage animal, et connaître les besoins de l'animal, et rester concret. Donc si on commence à rentrer dans des vies passées et des énergies d'aigle ou de choses, ou de tortues volantes, ou d'anges gardiens, je sais pas quoi, enfin, j'en ai plein des exemples, ça ne correspond pas à la nature de l'animal. Ça n'aide pas non plus forcément le gardien et l'animal à aller mieux. Non, ça ne va pas les aider. Il faut essayer de rester concret. Donc ça, c'est un premier point important. Est-ce que tu en vois d'autres ? Je pense que ça, c'est le point important. Quand si quelqu'un il parle avec quelqu'un et qu'il voit que ça rentre vraiment dans des choses un peu absurdes, par exemple dans le style, si c'est pas cohérent, dans le style, ton chat il souffre pas parce qu'il est spirituel. Ton cheval a développé, c'est des vraies histoires, a développé une tendinite parce qu'il veut que telle personne vienne lui faire des soins. Ton chat apporte l'énergie de l'archange, je sais pas qui. Enfin voilà, quand les choses sont pas cohérentes, là il faut partir en courant. Voilà, il faut que ça ait du bon sens et que ça corresponde à la nature de l'animal. D'accord. J'en ai plein des histoires, hein, mais on va pas rentrer dans du négatif là. On va rester positif. C'est incroyable d'avoir des histoires comme ça. Ça apporte vraiment beaucoup de crédibilité, je trouve, à ta démarche. Oui. On voit que les résultats sont concrets. Oui. D'ailleurs, tu as tourné un documentaire, en tout cas, on t'a suivi sur un documentaire qui a été tourné, je crois, en 2014. Oui. Ça fait une dizaine d'années. Oui. Qui est fascinant, où on te suit quand tu vas voir certains gardiens, certaines personnes qui font appel à toi. Et souvent, les gens, ils sont abasourdis quand tu commences à leur raconter des choses. C'est incroyable de voir la réaction des gens. Il était beau ce documentaire. On a filmé dans plusieurs pays. Il y a des scientifiques qui ont fait appel à toi. Je crois qu'elle est éthologue, cette femme. Oui. C'est fascinant parce qu'elle travaille donc, vraiment dans un domaine ultra scientifique, dans l'étude et l'observation des comportements animaux. Et c'est une belle reconnaissance de voir que des scientifiques comme ça font appel à toi et que finalement les informations se recoupent. Oui. Si je me souviens bien, dans le documentaire, la scientifique est surprise parce que tu dis des choses qu'elle a mis plusieurs années en fait à découvrir. Oui. Moi j'aimerais vraiment continuer à faire ça plus. C'est-à-dire la collaboration avec les scientifiques, c'est extrêmement intéressant. C'est juste fascinant. Donc j'ai eu la chance de travailler, avec cette femme avec les corbeaux. Elle était incroyable. Elle était incroyable, cette femme. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimée. Et j'ai eu la chance de travailler avec une scientifique, donc je ne sais plus de quel pays elle était, mais elle avait été en Afrique pour travailler avec des singes. Et on avait fait 100 singes. 101 même, je crois, ou 100, je ne sais plus. Mais je n'avais pas fait les 100 en communication, mais j'avais fait un gros groupe. Et ça, c'était un échange incroyable avec cette femme. J'ai eu la chance de travailler avec une femme qui était scientifique et c'était des oiseaux en voie de disparition. Elle avait fait appel à moi. Et c'était pour comprendre qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient en voie de disparition. Et donc, quand je lui avais donné les éléments, moi, j'y connaissais rien. Hein, et elle avait vraiment validé les choses parce que j'avais décrit des éléments de nourriture qui n'étaient plus là. D'accord. Et je voyais des trucs, je me rappelle, je l'avais décrit comment c'était la couleur de ce qu'ils mangeaient, quelque chose qu'ils avaient dans l'eau et qu'il n'y avait plus. Donc j'ai travaillé avec des associations pour les tortues, donc c'était des scientifiques. Mais c'était pour des tortues qui étaient abîmées par les hélices des bateaux et on essayait de comprendre qu'est-ce qui se passait pour eux, qu'est-ce qui manquait,
J'ai travaillé avec Sea Shepherd aussi, pour les baleines. Qu'est-ce qui se passait, pourquoi ils étaient échoués. Donc, oui, c'était extraordinaire. Vraiment. Différentes expériences, tu as pu vraiment apporter des choses Je pense que oui. Ça ne veut pas dire qu'on a résolu tout de suite, mais en tout cas, on a apporté des réponses. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve que maintenant, c'est quand même beaucoup plus important de faire ça que de dire pourquoi le chat il a fait pipi sur le tapis ce jour-là. C'est plus important, ce genre de travail. C'est un niveau plus global. Oui, moi j'aimerais bien continuer dans ça. Parce que j'ai l'impression que je fais quelque chose pour la planète. Oui, tout à fait. Que ça sert à quelque chose. Et d'ailleurs, je me rappelle à l'époque, quand on avait fait le documentaire, donc le metteur en scène de Vincent Foy, donc la productrice c'était Valérie, son nom de famille m'échappe tout de suite, Valérie Grenon. Elle c'était la productrice, mais le metteur en scène, donc c'est lui qui a voyagé partout avec moi. Et suite au Corbeau qu'on avait fait en France, il m'avait dit mais Laila, tu devrais te dédier que à ça. Tu continues encore aujourd'hui de répondre à des demandes personnelles ? Oui, je fais des consultations. D'accord. Donc c'est mon quotidien, c'est ça, c'est les consultations, les problèmes, des choses comme ça.